Alors on avance maintenant avec ce qu'on enregistre. Dans tout, vous allez enregistrer ce qu'on appelle PQRST, et dans chaque dérivation, ça peut avoir une morphologie un petit peu différente. Alors ça, c'est important à connaître. C'est la durée des normales de ces espaces. Donc vous voyez ici bien, la première activité, c'est l'onde P. L'onde P, c'est la dépolarisation de l'oreillette. Une onde P normale, comme ça vous l'est fixé, ça dure 10 centièmes de seconde. 0,10 secondes, si vous préférez le mettre comme ça. Après, vous avez le complexe QRS, qui est donc la dépolarisation ventriculaire. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que sa morphologie va être différente à chaque dérivation, parce que vous ne trouvez pas au même endroit. Et que on définit les différentes ondes qu'on va voir. Le plus complet, si j'ose dire, c'est pour ça qu'on vous le met là, c'est QRS. Donc vous voyez bien sur l'écran, Q, c'est la première onde négative. Okay. Quand je dis négative, c'est par rapport à ce qu'on appelle la ligne de base, hein, qui est l'horizontale, qui est la ligne qui survient quand le cœur est complètement au repos. Donc, première onde négative, on l'appelle onde Q. Suivant son amplitude, quand c'est petit, on met petit Q, quand c'est grand, on met un grand Q. Après, la première onde positive, c'est l'onde R. Donc, vous le voyez, ce grand R. Après, l'onde S, sa définition, c'est la deuxième onde négative. Donc ici, vous avez QRS. Okay. Après, vous avez la repolarisation avec une grande onde assez mousse qui est l'onde T. Et ensuite, de temps en temps, on a une onde U. L'interprétation de l'onde U est difficile, c'est pour ça que je disais qu'on ne sait pas encore tout sur l'électrocardiogramme, parce que ça se voit chez des cœurs complètement normaux, en particulier des sujets jeunes, dans certaines dérivations, mais de temps en temps, ça peut traduire aussi des pathologies importantes. Donc, onde U, elle existe parfois. Donc, je vous ai donné la durée de l'onde P, 10 centièmes de seconde. Je vous donne aussi la durée de ce qu'on appelle le PR, on pourrait l'appeler le PQ, mais en dehors du mauvais jeu de mots, on dit plutôt PR. Donc l'espace PR, c'est la distance entre le début de l'onde P et le début du QRS. Vous voyez sur le schéma, c'est bien figuré. Début de l'onde P, début du QRS. Ça a de l'importance parce que ça traduit la conduction auriculo-ventriculaire. Et de temps en temps, elle n'est pas bonne, elle ne marche pas bien, donc ça va s'allonger. Ensuite, vous avez la durée du QRS. C'est normalement 8 centièmes de seconde. Là aussi, ça a de l'importance. Au-delà de 12, on va parler de blocs de branches, ce sont des anomalies importantes. OK. Et après, le dernier espace à connaître, mais pas forcément la valeur parce qu'elle varie, je vais vous expliquer pourquoi, c'est ce qu'on appelle l'espace QT. L'espace QT, ça se mesure du début de l'onde Q à la fin de l'onde T. Vous voyez que parfois, la fin de l'onde T, elle n'est pas facile à déterminer. De la même façon, le début de l'onde P peut être aussi difficile. Et cet espace QT, ou cet intervalle QT, comme on veut, en fait, est fonction de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire, plus vous êtes lent, plus il va être long. Plus vous êtes rapide, plus il va être court. Et vous avez peut-être vu dans les services, les cardiologues qui se baladent tous avec une petite règle. Et la petite règle, ça permet de regarder en fonction de la fréquence quel devrait être le QT théorique. Parce que de temps en temps, il peut être allongé dans certaines maladies ou à la suite de la prise de médicaments, etc. Là, vous voyez, c'est une valeur moyenne sur une fréquence correcte. Aux alentours, je pense, 37 centièmes, ça fait vers du 65 par là. Donc, 37 centièmes de seconde. Disons, jusqu'à 40, c'est vraiment du QT normal. Au-delà, on commence à discuter, 450, 480, c'est pathologique. OK, donc voilà un aspect typique, PQRST éventuellement U, sur lequel j'insiste sur la durée de P 10 centièmes. La durée du PR,
Là, c'est marqué 16. La normale, c'est entre 12 et 21. La durée du QRS, là, c'est marqué 8. On admet jusqu'à 10, mais pas plus. Et puis, le QT, fonction de la fréquence. OK? Bon, tout ça, c'est pas dur à comprendre. Alors, la diapo suivante, c'est ce que je vous avais un petit peu évoqué, qui est que suivant les dérivations, vous pouvez avoir des morphologies du QRS différentes. Donc on reprend celle de gauche, vous voyez, c'est petit q, grand R, grand S, c'est celle que je vous avais montrée. Forme typique si on veut. Après, vous avez QR, grand onde Q, grand onde R. Après, vous avez RS, grand onde R, grand onde S. OK ? Après, vous avez du complètement négatif. Alors ça, c'est un peu par convention. On appelle ça QS. Et QS, ça a de l'importance. Un aspect QS, c'est un infarctus, par exemple. C'est un trou électrique, vous voyez, il n'y a pas d'activité positive. Après, vous avez l'onde R exclusive. Après, vous avez une variante du tout premier de gauche qui est un QRS, mais avec un grand Q, grand R, petit s. Après, vous avez aussi quelque chose de particulier qui est, on le reverra dans les anomalies, ce qu'on appelle RSR'. Alors, c'est la première positivité, je vous ai dit, c'est une R. D'accord ? Donc R. La première, après, il y a une onde S. On ne l'appelle pas Q parce que ce n'est pas la première onde. Donc RS. Et puis il y a encore une onde R, c'est RSR'. À droite, il y a RSR' S seconde. C'est rare qu'on voit des aspects comme ça, donc vous pouvez l'oublier. Mais ça, RSR', ça a aussi une importance. Ça peut traduire un bloc de branche droite. Voilà. Et puis quand vous allez avoir votre électro-12 dérivation, je vais vous en montrer, eh ben, vous avez un peu tous ces aspects suivant la dérivation. Et par exemple, si vous cherchez un infarctus, ben vous allez voir si vous trouvez un aspect QS, et vous pouvez trouver un aspect QS dans les précordiales droites, ça sera un infarctus du ventricule droit, ou dans les précordiales gauche, ça sera un infarctus du ventricule gauche. Alors après, on passe à un truc un peu énervant, mais encore une fois, prenez-le calmement, qui est le calcul de l'axe. Alors, vous voyez, à droite, alors il y a deux cas de figure, là, 1 et 2, et à droite, vous avez le fameux triaxe de Bellet. Tel que je vous l'ai montré. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de calculer l'axe du cœur. Pourquoi ? Parce que si vous avez par exemple un gros ventricule gauche, eh ben, l'axe il va tourner vers la gauche. Parce qu'il y a beaucoup plus d'activité électrique, de cellules, dans le ventricule gauche. A l'inverse, si c'est le droit, ça peut tourner à droite. Si vous avez des troubles de conduction dans une branche gauche, ça peut vous faire tourner l'axe à gauche, une branche droite à droite, etc. Donc c'est intéressant de le calculer. Alors comment on le calcule ? Il y a deux moyens et demi, si vous voulez. Voilà les deux premiers. Vous avez à gauche, D1, D2, D3, la morphologie des QRS, telle que je vous l'ai décrit, dans les différentes dérivations. Et on regarde ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire au-dessus de la ligne de base, et de ce qu'il y a de négatif. Et on essaye de raisonner avec ça. Donc, ce qui m'est marqué en haut, c'est l'axe de QRS est perpendiculaire à la dérivation nulle. Dérivation nulle, ça veut dire quoi ? C'est la dérivation dans laquelle il y a autant de positivité que de négativité. C'est laquelle, là ? Est-ce que c'est D1 ? Est-ce que c'est D2 ? Est-ce que c'est D3 ? C'est D3. Vous voyez bien, D3, il y a du plus, il y a du moins. La résultante, elle est nulle. Donc, D3, vous voyez très bien où il est marqué. J'ai du mal, c'est dommage, parce qu'on ne puisse pas faire flèche avec ça. Bon, ça ne fait pas bien. Donc, D3, on n'a plus la vieille baguette, je vais vous montrer avec la baguette. D3, comme vous le voyez, c'est 120 degrés. Le D3, il est là. Donc, votre axe de QRS, il est perpendiculaire à D3, donc il est ici. Il est proche de D2, 60 degrés. D'accord ? En dessous, c'est la deuxième méthode, qui est au même, c'est de dire que l'axe de QRS a à peu près la même direction que la dérivation, où le voltage est le plus grand. Et là, pareil, si je vous dis où est-ce que c'est le plus grand de D1, de D2, de D3, vous me répondez D2.
Voilà, donc on tombe sur la même chose, hein, c'est-à-dire un axe à plus 60 degrés, qui est la même direction que D2. D'accord? Alors, ça, c'est théorique, et en fait, on le fait relativement peu dans notre quotidien. Dans notre quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quelle est la morphologie des QRS en D1 et en VF. Parce que si c'est positif en D1, un positif en D1, ça peut être un truc comme ça, par exemple. Hein. Hop. Il y a vraiment plus de positivité, il y a tout ça. Et si c'est également positif en VF, donc D1, VF, voilà, hop, positif, et bien ça veut dire que vous vous trouvez forcément dans cette zone-là. Parce que le 0, il est là. Si c'est positif, ça veut dire que ça se projette entre là et là, ou entre là et là. Si c'est négatif, c'est derrière. Si le VF est négatif, c'est au-dessus. D'accord? Et un axe normal, il est là, entre 0 et 90 degrés. Donc si vraiment vous voulez aller vite, vérifier que l'axe est normal, eh ben, si c'est positif en D1, positif en VF, l'axe est normal. Point final. Alors si ce n'est pas le cas, après vous raisonnez sur ce qu'il y a sur la diapo pour essayer de trouver où il est. Et vous allez voir des exemples d'axes déviés.